Voilà, parti. Vous avez un petit message qui vient d'apparaître, simplement écrit approuvé pour l'enregistrement. Et je vais commencer par me présenter, hein. Aussi, c'est l'étape des fois que j'oublie. Donc, mon nom, c'est Jeanne-Claude Vien. Je suis agente de développement en transition écologique chez Concertation Montréal. Pour ceux qui nous connaissent peut-être pas, on est une OBNL qui se donne comme mission de développer et d'animer le développement régional par la concertation, tout en initiant puis en soutenant des initiatives régionales structurantes. Aujourd'hui, le webinaire est organisé par Concertation Montréal, mais c'est aussi rendu possible grâce au chantier en économie sociale, mais aussi à la contribution financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de soutien à l'économie sociale. Je vous dis donc bienvenue puis merci de vous joindre là, aux 140 inscriptions pour ce webinaire. Je ne sais pas si on va se rendre jusque-là en assistance aujourd'hui, mais quand même, on sent qu'il y a un bel intérêt pour discuter de ce sujet-là. Puis nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui, là, débuter la conversation avec vous. Le webinaire, on l'a appelé, là, son titre long, là, je me permets de le dire, là, l'exploration des incidences d'une potentielle responsabilité élargie des producteurs des produits textiles sur l'économie sociale. Euh, on sait qu'il y a beaucoup à faire pour structurer la filière des textiles au Québec et la possibilité qu'une REP textile puisse prendre forme dans la prochaine décennie, c'est sûr que ça presse les acteurs à mieux s'organiser. Puis c'est pour ça que je vous dis, pour nous, c'est vraiment le début d'une conversation qu'on débute ensemble aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, là, pour moi, c'est super essentiel là, d'exprimer d'entrée de jeu que c'est pas une annonce, il n'y a pas d'annonce aujourd'hui dans le sens où la liste n'est pas encore à jour, du moins elle n'a pas été encore publiée, la liste des priorités des produits visés par une REP. Je sais que le ministère travaille dessus, mais vraiment, il n'y a pas d'annonce comme telle qui dit qu'il va y avoir une REP textile dans X prochaines années. Pas du tout. Euh, il y a, on n'est pas non plus en train de dire aujourd'hui que la REP est le meilleur mécanisme pour gérer et résorber les enjeux qui sont vécus actuellement. Il n'y a pas d'études qui ont été faites à ce niveau-là, mais tout de même, on assume qu'on parle de ce scénario hypothétique-là parce que on a des questionnements sur c'est quoi une REP, puis comment est-ce elle pourrait être contextualisée dans le textile. Euh, je tiens aussi à souligner que nos intervenants vont se concentrer vraiment sur les potentielles incidences sur les organisations d'économie sociale œuvrant dans le réemploi solidaire et non sur les incidences qu'une REP textile pourrait avoir sur les producteurs ou les metteurs en marché de produits textiles. Là. Puis ça, je vous invite vraiment à le garder en tête parce que c'est la direction qu'on prend le long de cette 1h45 ensemble. Donc, notre souhait, c'était vraiment de rallier l'économie sociale aux quatre coins du Québec pour pouvoir débuter cette réflexion collective avec les acteurs du réemploi, mais aussi avec tout l'écosystème de soutien. Là, puis on vous remercie d'être présent en très grand nombre ce matin. La rencontre, j'espère qu'à la fin de la rencontre, vous allez être capable vous allez avoir développé votre compréhension de ce que c'est une REP. C'est ce qu'on a envie de faire ensemble, là, d'avoir une compréhension commune de ce règlement-là. De réfléchir aussi, bien sûr, aux opportunités, aux perspectives d'avenir pour le réemploi solidaire. Puis on trouve aussi que c'est une super belle façon de mettre l'emphase de mettre, à vrai dire, l'économie sociale au cœur là, de cette discussion-là. Vous allez entendre cet avant-midi des experts, des praticiens qui sont passionnés puis qui vont partager leurs connaissances et leur expérience. Puis je les remercie d'emblée là, de se prêter au jeu ce matin et de leur intérêt à participer. On a aussi prévu de laisser une grande place aux questions, donc profitez-en. C'est un moment pour vous pour mieux comprendre. Ensemble, on espère vraiment faire évoluer les pratiques du secteur. Vos réflexions et vos questionnements sont vraiment importants pour nous.
Je vous invite à utiliser l'outil Lever la main, l'outil électronique. On va donner la priorité aux gens qui lèvent justement électroniquement la main, mais on prend aussi les questions dans le chat, là. Donc, gênez-vous pas de laisser trace de vos questions. J'ai mon collègue Nicolas qui d'ailleurs, Nicolas, mon petit, peut être présent pour vous si vous avez des pépins techniques ou vous cherchez des fonctionnalités dans Zoom. Et ben, c'est un choix très délibéré aussi aujourd'hui. Là, vous voyez, là, on approche une centaine de personnes. C'est un choix délibéré que de se voir, littéralement. On aurait pu choisir l'option de Zoom avec un Q&A où est-ce que les gens sont cachés, mais on voulait vraiment que vous puissiez interagir entre vous. Puis là, moi, je vois le chat buzzer. Là, je vais pas prendre le temps de lire tout ce qui se passe, mais je vous invite à vous présenter. Là, c'est toujours intéressant de savoir qui est là. Vous connaissez peut-être aussi la fonction d'en participant pour vous renommer. C'est intéressant de savoir quelles organisations sont autour de la table aujourd'hui, avec qui est-ce qu'on bâtit ce savoir collectif-là aujourd'hui. Et je pose, à vrai dire, je le dis avant de voir la question se poser, probablement elle a déjà été posée. L'enregistrement de la séance va vous être disponible et la présentation de Recyc Québec aussi va vous être envoyée un peu plus tard. Ben, c'était plusieurs petits points d'entrée que je voulais mettre sur la table avec vous. Et là, ben, je vais passer tout de suite la parole à Louis Kem, qui est le président de l'Association des ressourceries du Québec, qui va nous parler de la raison d'être de l'association et de ce que ce regroupement souhaite créer. À toi la parole, Louis. Merci, Jeanne-Claude. Bonjour à tous et à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et peut-être futur REP textile. En tant que président de l'Association des ressources directes, je suis vraiment heureux de retrouver aujourd'hui pour aborder l'ensemble du sujet. Ça nous tient à cœur à l'association énormément. Permettez-moi de vous rappeler un peu l'histoire et l'esprit qui ont guidé la création de l'association. Notre association est née de plusieurs acteurs du milieu des ressourceries au Québec, dont plusieurs sont présents ce matin. Michel Destrière, Marie-Pierre du Support à Victo, Christiane de Lac-Saint-Charles, Georgette de Ressourcerie Certigan en Beauce, Nancy de SOS Granby et plusieurs autres qui sont plus avec nous, mais qui sont sûrement de cœur. Et d'autres se sont rajoutés avec le temps, Alexandra de Recycler au Centre de Sorel et Benjamin de Renaissance. Merci à tous les membres du conseil d'administration qui font en sorte que notre association vit bien. Nous avions une passion commune à l'époque pour le réemploi et valorisation de nos ressources, convaincus que ces actions constituaient bien plus qu'une simple réponse aux enjeux environnementaux. Pour nous, le réemploi est aussi une formidable source de solidarité, d'innovation sociale et de transformation économique. Face à une société qui est souvent confrontée à du gaspillage et de la consommation effrénée, nous avons souhaité unir nos forces pour construire un réseau collaboratif capable de donner une seconde vie à chaque objet, tout en stimulant une économie plus circulaire, plus responsable. Beaucoup d'initiatives ont été créées depuis notre création, des communautés de pratiques que probablement d'entre vous ont participé, des transferts de bonnes pratiques entre ressourceries et beaucoup plus. Je remercie Judith, notre coordonnatrice, qui a mené avec brio toutes ces initiatives-là depuis 2 ans, qui est là. J'ai vu qu'elle était là aujourd'hui, alors merci beaucoup. C'est précisément dans cet esprit que le thème d'aujourd'hui prend tout son sens. L'éventualité d'une REP dans le secteur du textile est un enjeu majeur qui interroge notre modèle de consommation, mais aussi la manière dont nous, les acteurs engagés du réemploi, pouvons adapter et renforcer nos pratiques. En effet, une REP bien pensée pourrait non seulement inciter la réduction des déchets, mais aussi offrir des opportunités inédites pour nos entreprises d'économie sociale. Elle vient aussi poser un défi stimulant pour concilier les exigences environnementales et économiques tout en persévérant et en valorisant notre engagement pour l'économie sociale. Notre association se positionne naturellement dans une réflexion. Nous croyons fermement qu'en favorisant le dialogue, une collaboration entre tous les acteurs du réemploi, nous pouvons aider à façonner une REP qui ne soit pas un frein, mais bien un levier de transition réussi vers un avenir plus responsable. Ce web est donc l'occasion idéale pour
explorer l'ensemble des impacts potentiels sur la réglementation, identifier des opportunités et relever des idées, des défis qui s'offriront à nous. Euh, je tiens quand même à remercier Concertation Montréal, Jeannie-Claude, qui travaille de ce web-là depuis plusieurs semaines, Chantier d'économie sociale également et le gouvernement du Québec qui nous permet de faire ce choix. Merci d'être ici, partager ce moment d'échange inspirant avec nous. J'espère que cette session sera riche en idées, en discussions constructives et qu'elle nous aidera à avancer ensemble vers un futur plus responsable. Bonne séance à tous. Merci beaucoup. Merci Louis d'avoir mis la table. Puis je te remercie aussi au nom de tout le monde de ne jamais rater une occasion pour faire rayonner les compétences puis l'importance de l'économie sociale dans les activités de réemploi. Tu es rendu tout un ambassadeur, puis j'espère qu'aujourd'hui tu pourras justement rallier à l'organisation, à l'association, encore plus d'organisations qui vont contribuer au succès du regroupement. Merci. J'ai, ça me fait plaisir. J'inviterai maintenant Solène à prendre la parole. Donc, Solène Martin-Derry, conseillère en transfert de l'organisation Territoire innovant en économie sociale et solidaire, le TIES, qui va nous amener un petit peu plus de contexte entourant la gestion de la matière textile par les organismes de réemploi. Merci beaucoup, Jeannie-Claude, notamment de nous avoir réunis aujourd'hui. Et bonjour à tout le monde. Avant de plonger dans des éléments sur le contexte, je voulais juste vous faire part que, en fait, du côté du TIES, on a eu la chance de travailler en parallèle justement de Jeannie-Claude sur la réalisation de différents outils qui permettent de mieux comprendre la réalité des acteurs du réemploi solidaire, outils qui ont été d'ailleurs faits par ma collègue Judith Doré, qui est aussi chez l'ARQ, l'Association des ressourceries. Et donc, c'est de ces outils que j'ai tiré quelques éléments sur le contexte. Donc, je voulais quand même prendre le temps de vous les présenter. Ils seront accessibles, bien sûr, sur nos sites, etc. Donc, on a travaillé sur un état des lieux de la filière textile à travers les activités et les acteurs du réemploi solidaire au Québec. Ça permettait notamment de mieux comprendre la réalité des ressourceries, les enjeux qui vivent liés au traitement des matières textiles reçues, mais aussi de mettre en lumière tout l'impact d'événements neufs et le chemin que parcourt l'événement donné aux ressourceries, et puis surtout mettre de l'avant des bonnes pratiques, inspirer, engendrer le développement de nouveaux services, de nouvelles organisations en économie sociale pour améliorer la chaîne du réemploi et la gestion de la matière. Ça, c'était le premier outil. Ensuite, il y a également un outil de sensibilisation pour favoriser le réemploi des vêtements et textiles. C'est un mini-guide donc qui vise à interpeller les consommateurs pour qu'ils puissent avoir un geste plus responsable, écologique, solidaire. Il y avait également un portrait des ressourceries et des friperies au Québec. Il y a eu plus de 100 répondants. Donc, ça nous donne vraiment des éléments, des chiffres, des données pour mieux comprendre un petit peu la réalité de ces organismes sur le terrain. Et enfin, il y avait, Judith a beaucoup travaillé, un répertoire qui recense plus de 500 friperies et ressourceries et qui va être partagé sur la plateforme du chantier de l'économie sociale Axel. Donc tout ça sera partagé. Et voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voulait profiter de ce webinaire sur la REP textile pour vous partager quelques éléments clés pour bien comprendre les enjeux de la gestion des matières résiduelles dans la filière textile, l'importance du réemploi et le rôle de l'économie sociale dans la structuration de ces activités. Alors, j'avais envie de vous donner quelques chiffres clés qui, sans vouloir vous assommer, on sait que le Québec aujourd'hui consomme environ 343 000 tonnes de textiles neufs chaque année, donc ce qui équivaut à peu près à 40 kilos par habitant, ce qui est énorme. Au Québec, environ 293 000 tonnes de textiles ont été éliminées en 2019-2020, donc dont 62% qui provenaient des collègues municipales. Donc on sait que ces chiffres
sont en constante augmentation. Donc aujourd'hui, ils doivent être plus conséquents en 2025. On constate donc une augmentation des déchets textiles qui est liée à la fois à une hausse de la consommation de vêtements, à une offre insuffisante de services de récupération et enfin à l'absence d'un système structuré de recyclage. En 2021, toutefois, en 2021, il y avait plus de 52 000 tonnes de textiles qui ont été récupérées par des installations comme les friperies, les ressourceries, les centres de dons, ce qui a permis quand même d'éviter l'enfouissement de 94% de ces textiles sur notre territoire. Donc, dans cette opportunité qu'est la revente, on sait qu'aujourd'hui, c'est le segment de la vente au détail qui croît le plus vite, avec un marché mondial de 100 milliards de dollars en 2022 et qui devrait atteindre 250 milliards de dollars d'ici 2027. Donc, ça représente 23% des ventes au détail. Le réemploi s'est récemment répandu, on s'est répandu auprès d'une clientèle, pardon, qui est plus soucieuse de son impact environnemental et ça en fait un des débouchés qu'on pense être un des plus prometteurs pour les textiles post-consommation. Alors, de son côté, le réemploi solidaire porté par ces acteurs de l'économie sociale qui offrent une seconde vie aux objets via des réseaux de l'économie sociale offre des avantages, bien sûr, environnementaux, mais aussi sociaux et économiques qui ont des retombées vraiment sur leur territoire. En 2023, les revenus médians combinés de 185 organisations du réemploi solidaire, les ORS, de leur petit nom, québécoises, qui ont été sondées par le TIES, se sont élevées à 141,7 millions de dollars, ce qui est conséquent. Et ces recettes générées par la vente de produits réutilisés sont réinvesties, on le sait, dans des projets sociaux, environnementaux, restent dans les communautés. Donc, c'est majeur pour notre économie locale. Les ORS québécoises détournent au moins 21% des textiles des sites d'élimination, donc elles ont un rôle majeur. Et ce réemploi permet aux municipalités de réduire les coûts liés à la collecte et à l'enfouissement, mais aussi de réduire la quantité de matière qui est envoyée à l'élimination. Ça aide donc à retarder la saturation des sites d'enfouissement et à protéger les écosystèmes locaux, ce qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour nos localités. Les ORS jouent également un rôle éducatif. Elles vont sensibiliser le public à l'importance de la réduction à la source, aux pratiques de consommation responsables. Donc, elles ont vraiment un rôle important au niveau social, culturel et environnemental. Alors, par contre, ben voilà, on le sait, le contexte est difficile et ces organisations sur le terrain connaissent toute une variété, une panoplie d'enjeux, notamment la surabondance des dons, ce qui crée un déséquilibre entre la quantité de dons reçus et le volume d'achats effectués. Il y a aussi l'enjeu de la baisse de la qualité d'événements donnés. On parle beaucoup de la fast fashion, des chaînes de ce monde qui viennent vraiment augmenter le volume et baisser la qualité d'événements qui circulent. Il y a également aussi dans les enjeux qu'on pourrait noter un manque de connaissance du grand public sur quoi et comment donner aux organismes pour éviter la gestion d'items qui ne sont pas propres au réemploi. Et puis, on pourrait parler aussi des dépôts sauvages, qui créent des enjeux de gestion, vol, vandalisme ou encore des défis opérationnels liés à la collecte de données, le tri, la gestion des stocks, l'entreposage. C'est quand même des systèmes complexes. Donc, ça suppose toute une série de défis. Donc, on sait que l'économie sociale, ben, elle a besoin de soutien, elle a besoin de soutien de l'écosystème pour pouvoir augmenter ses retombées sur le terrain. Et ben, comme pouvez aussi vous en douter, ces organisations du réemploi solidaire expérimentent déjà des solutions pour répondre à ces enjeux. Elles essayent de tester des nouvelles façons de faire rapidement, par exemple en développant des outils pour collecter davantage de données et les uniformiser. C'est important pour travailler sur les débouchés, notamment d'avoir une connaissance précise des quantités et des types de vêtements qui transitent dans les ressourceries. Il y a un projet en Montérégie avec Comité 21 et Chroma Conseil qui a eu lieu. Dans les Laurentides aussi, un système de pesée porté par le pôle Synergie Laurentide. Un autre exemple, ça peut être aussi en travaillant à
optimiser les pratiques. C'est le cas d'Estriette qui a amélioré l'autonomisation de sa ligne de tri, ou en cherchant également à dévier davantage de textiles de l'enfouissement en misant sur la réparation, comme chez Renaissance, ou encore en développant un programme de conditionnement pour donner une seconde vie aux vêtements non revendables dans d'autres secteurs industriels, en par exemple retirant les points durs, boutons, fermeture éclair, comme chez Recycle au Sangle. Donc, et ça, ce n'est que une petite, on va dire, une petite mise en bouche de tout ce qui est expérimenté sur le terrain. Et je conclurai en disant que notre écosystème doit poursuivre l'effort de structuration de la filière textile pour développer justement ces activités de recyclage, de réemploi et ainsi être capable d'être une force de proposition collective face à l'évolution du secteur, dont une future REP pourrait faire partie. Et donc, je vais vous laisser, je te laisse, Annie-Claude, introduire la suite pour rentrer dans le vif de ce sujet. Merci Solène. C'était bref comme intervention de ta part, mais Seigneur qu'il y avait de la belle donnée, de la très très belle donnée d'ailleurs sur les organismes de réemploi solidaires là. Puis je fais aussi du pouce sur tous les projets que tu as nommés qui ont été réalisés dans le cadre du programme de soutien en économie sociale. Donc ben merci vraiment à tous ceux qui ont collaboré là. Vous l'entendez là, il y a vraiment un effet de ralliement, un effet de groupe, une mobilisation pour être capable de structurer, de standardiser des pratiques, là. Fait que, plusieurs d'entre vous présents ont participé aussi à ces beaux projets-là. Donc, merci Solène pour ton tour d'horizon. S'il y en a qui manquaient de contexte, on en a maintenant pas mal plus. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine Turcotte, conseillère en environnement chez Recyc Québec de l'équipe Consigne Pneus et REP, qui est aussi accompagnée par sa collègue Sylvie Robert, conseillère en environnement de l'équipe Textile, qui nous en diront plus sur le sujet qui nous amène à nous rassembler aujourd'hui, là, la responsabilité élargie des producteurs. Je partage mon écran, je vous mets ça en diapo. Catherine, elle était en train d'être partagée, puis là, elle vient de nous glisser entre les doigts. Et ça fonctionne, là? Non. Ah, oh, mon Dieu, il y a juste moi que ça fonctionne pas. Oui, Ben, parce que nous, ça fonctionne. ben, et vous pas l'animatrice, et vous à l'audience. C'est bon. Là, je vous la partage pour le vrai. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer ça avec un sujet qui n'est pas nécessairement très léger, la responsabilité élargie des producteurs, mais allons-y. Voilà. Donc, je vais y aller quand même. Tu sais, c'est quand même un survol parce que quand on va dans le règlement, là, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, les bases de la REP, en quoi ça consiste un programme REP. Je vais parler aussi des OGR. Il y aura une période de questions à la fin. Puis, il y a ma collègue Sylvie, bien entendu, qui va intervenir tout au long de la présentation. Donc, alors, là, euh, c'est juste que les visages apparaissent directement où il y a mes notes. Bon, ça va être correct. Alors, l'approche REP. Donc, REP, c'est pour responsabilité élargie des producteurs. L'objectif de la REP, c'est de transférer la responsabilité tant financière qu'organisationnelle de la gestion des matières résiduelles qui est engendrée par la consommation de divers produits. Donc, transférer cette responsabilité-là aux entreprises qui sont à l'origine de leur mise en marché. Donc, ça permet d'éviter que la gestion de ces produits-là, quand ils sont en fin de vie, repose uniquement sur les épaules des municipalités puis de l'ensemble des citoyens. Ça introduit aussi le principe d'utilisateur-payeur. Donc, en achetant un produit, bien, on contribue à financer le programme de gestion de ce produit-là en fin de vie. Les produits qui sont visés sous la REP sont souvent associés à des produits dangereux, donc qui nécessitent une manutention particulière. Par exemple, les piles, les huiles,
lampe au mercure, réfrigérateur, pile, ça coule. Ça peut couler en tout cas quand on les garde trop longtemps. Lampe au mercure, ça casse et donc on ne veut pas que le mercure euh, diffuse dans l'environnement. Même chose pour les réfrigérateurs, entre autres, là, si on le démantèle, il y a des gaz à l'intérieur. Donc, certaines précautions pour en disposer adéquatement. Puis, les produits qui sont... donc, voilà. Alors, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'à la fin de la présentation, je mets une diapo pour votre propre consultation, là, qui concerne un petit peu plus spécifiquement comment sont déterminés les produits qui sont visés. Jeanne-Claude en a parlé un petit peu au début. Donc, alors, bon, c'est sûr que le ministère intervient dans l'approche REP au Québec, principalement par rapport, en fait, effectuent les travaux législatifs réglementaires. C'est eux qui sont responsables, donc, des règlements, de leur modification et de leur interprétation aussi. Puis du contrôle de la réglementation, entre autres, particulièrement via le BEC. Au niveau de Recyc Québec, notre rôle, c'est plus un rôle on dit de surveillance. Nous, on préfère utiliser le mot accompagnement. Donc, on accompagne les programmes REP. On octroie la reconnaissance OGR, OGD. Là, ça dépend du règlement. Donc, OGR, organisme de gestion reconnu par Recyc Québec, puis organisme de gestion désigné. Donc, ça, c'est collecte sélective, puis la consigne quand c'est un OGD. Donc, puis Recyc Québec fait le suivi de la reddition de compte là, des différents programmes qui sont REP. Puis, si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, là, il y a la page du ministère. Je vous ai mis le lien, puis il y a la page aussi de Recyc Québec là, pour bien comprendre tout le détail de l'évolution de la réglementation, entre autres. Là. Mais je veux quand même vous en parler un petit peu. Donc, de 1998 à 2008, c'était le PQ-GMR, donc la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui a introduit la notion de REP au Québec pour la première fois. En premier, ça a été les peintures et les huiles qui ont été visées sous REP. Après ça, en 2011, il y a eu l'arrivée du RRVPE. C'est un nom long de règlement pour dire en fait que c'est la récupération et le règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Donc, et puis après ça, il y a eu d'autres produits qui ont été intégrés sous le RRVPE, donc les appareils ménagers, les produits agricoles, etc. Puis ben là, présentement, on est dans une phase de modernisation de la consigne et de la collecte sélective. Donc, puis comme Jeanne-Claude l'a mentionné au début, là, pour l'instant, de notre côté, on n'a pas d'indication que les produits textiles s'ajouteraient là, dans un horizon rapproché dans le RRVPE comme produit visé. Donc, le RRVPE, c'est un règlement qui est axé sur les résultats de récupération. Donc, il y a des taux obligatoires à atteindre. De la façon qui est composé, qui est fait, en fait, il est composé d'un tronc commun. Donc, il y a des parties qui s'appliquent à tous les produits, puis il y a des parties qui sont spécifiques à chaque produit qui est intégré dans le RRVPE. Donc, ce n'est pas des taux obligatoires communs, c'est vraiment par produit visé selon le produit. Donc, un producteur, c'est donc une entreprise qui est visée par le règlement. C'est une entreprise qui met en marché au Québec un produit neuf. Donc, premier fournisseur de ce produit-là au Québec. Puis, ça inclut les entreprises qui sont hors Québec, qui font des ventes via des sites transactionnels. Donc, ça, c'est à ne pas oublier, là. Donc, puis les obligations de base d'un producteur, en fait, la grande obligation d'un producteur, c'est d'élaborer, financer, mettre en place, puis opérer un programme de récupération et de valorisation des produits qui sont visés. Et pour ce faire, il a deux options. Soit il met en place son propre programme. Je donne ici l'exemple de Meubles ARD, qui est visé pour les appareils ménagers de climatisation. Il y a aussi l'autre option de devenir membre d'un organisme de gestion reconnu.
Donc, si on y va avec les appareils ménagers, c'est GoRecycle, qui est l'OGR. Donc, un programme REP, les exigences minimales. Donc, il y a des points de dépôt qui sont obligatoires, des services de collecte. Il y a un chapitre entier dans le règlement qui concerne les points de dépôt. Je vais vous donner un petit peu plus de détails un peu plus loin. Donc, le programme doit respecter la hiérarchie des 3 RVE, faire la gestion des produits selon les meilleures pratiques qui existent, puis selon les règles de l'art, doit inclure des règles de fonctionnement. Donc, les règles de fonctionnement, ils vont entre autres parler, en fait, s'adressent aux fournisseurs de services. Puis, ils vont entre autres parler des lois et des règlements qui sont applicables. Puis, comment ils doivent gérer le produit jusqu'à la destination finale, donc jusqu'à la toute fin, le débouché en dernier lieu, là. C'est important d'être capable de faire la traçabilité du produit jusqu'à sa destination finale. Il y a des audits pour ça qui sont obligatoires pour chaque programme. Donc, je pense que Sylvie, ici, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, ben c'est ça. Moi, aujourd'hui, je fais un peu un exercice de théorie. Si jamais le RRVPE était un jour appliqué au textile, donc juste pour interpréter ce que tu viens de nous dire, si je comprends bien, ça veut dire que les friperies, ressourceries, finalement, toutes les organisations qui récupèrent du textile au Québec seraient assujetties si elles veulent continuer à récupérer du textile. Et elles devraient pouvoir rendre compte de tout le textile qu'elles reçoivent et qu'est-ce qu'elles font de chaque unité finalement. Donc, ça voudrait dire pour une friperie concrètement qu'il faudrait qu'elle trie tout ce qu'elle reçoit. Et je sais qu'il y a des friperies qui envoient, les sacs qu'elles reçoivent, elles n'ont pas nécessairement le temps de les trier. Ou parfois les courtiers exportateurs, ils veulent pas que les sacs soient ouverts. Donc ça, ce serait plus vraiment possible parce qu'il faudrait que ceux qui manipulent cette matière résiduelle textile, ils puissent dire, bah, j'ai reçu tant de textile. Donc, j'ai véritablement ouvert le sac, j'ai fait le tri, il y avait du textile, il y avait du non-textile, et voici le nombre d'unités, quand est-ce que j'ai reçu ça. Et finalement, tu parlais de fournisseurs de services dans un tel scénario. Une friperie, ça deviendrait comme un fournisseur de services selon le règlement? Oui, ça deviendrait un fournisseur de services qui devrait donc respecter des règles de fonctionnement. Donc, c'est l'OGR qui détermine les règles de fonctionnement. On s'entend qu'il va avec ce qui existe déjà en place. Mais c'est lui, disons qu'on prend l'exemple là, d'un réfrigérateur qui arrive dans un point de dépôt, dans un écocentre. C'est pas l'écocentre qui décide où le réfrigérateur s'en va. C'est l'OGR qui dit le transporteur va arriver à telle date et il s'en va à tel endroit, ce réfrigérateur-là. Donc, à partir du moment où la matière arrive dans un point de dépôt, c'est l'OGR qui en prend contrôle dans un certain sens. Donc, c'est lui qui va dicter les prochaines étapes, comment vont fonctionner tout le parcours de la matière par la suite. Merci. Donc, d'autres exigences d'un programme, c'est donc ça doit favoriser la gestion locale, régionale, intégrer des activités d'information, de sensibilisation et éducation, ainsi que de recherche et développement. Comme j'ai parlé un peu plus tôt, il y a des objectifs de performance dans un programme. Si les taux obligatoires ne sont pas atteints, ben en fait, le programme doit mettre en place un plan de redressement, puis il doit effectuer des investissements supplémentaires qui sont dictés par le règlement. Donc, tout ça est en fonction du règlement, en fait. Donc, exemple qui doit réinvestir en ISée, ben, c'est en fonction des montants qui sont déterminés dans le plan de redressement. Puis, c'est en plus de tout ce qu'il avait déjà prévu dans et tout ça doit être audité par la suite. Donc, puis bien sûr, un programme, il y a de la réduction de compte qui est obligatoire, ça fait partie du règlement.
Donc, entre autres, ils soumettent annuellement un rapport annuel. Finalement, si je peux Oui, intervenir, Catherine, ce que tu mentionnes, c'est que pour l'OGR, la REP, elle fait fonctionner la filière par le biais des organismes de gestion reconnus, puis par les REP individuels. Puis leur objectif, c'est vraiment d'atteindre un taux de récupération. Puis que oui, l'unité, elle soit récupérée pour du réemploi ou pour du recyclage. Je pense que ça fait pas véritablement une différence actuellement, mais il faut que on puisse tracer l'unité. C'est ça qui est capital. oui. Il faut tracer l'unité. Puis dans le RRVPE, il n'y a pas de taux de valorisation obligatoire, c'est vraiment un taux de récupération. Donc, c'est le nombre d'unités récupérées sur le nombre d'unités mises en marché. Donc, ça, ces unités mises en marché-là, c'est à une année de référence qui est dictée par le règlement. Donc, ça va en fonction de la durée de vie du produit. Ça peut être, disons qu'on est en 2025 pour un programme, l'année des unités mises en marché, ça pourrait être de référence, ça pourrait être 10 ans auparavant. Donc, ça aussi, c'est des coûts que l'organisme de gestion doit, ou en tout cas, c'est des choses que l'organisme de gestion doit faire. Donc, à son année 1, disons qu'il commence en 2025, puis que son année de référence pour ses taux de récupération, c'est 10 ans auparavant, mais ces unités mises en marché-là, il doit aller les chercher. Il doit obtenir l'information, ça doit être audité. Donc, il va falloir qu'il aille chercher 2015, 2016, 2017, etc. Donc, à chaque année, il va devoir aller chercher, euh, aller effectuer un audit des unités mises en marché pour l'année de référence. Donc, des fois, c'est 10, des fois, c'est pas 10, des fois, c'est 5, mais bon, généralement, c'est plusieurs années auparavant. Puis comme un vêtement ou un textile, ça peut durer longtemps. En tout cas, ça peut. Moi, j'imagine déjà un peu les mots de tête, là. Mais puis aussi l'implication de ce que tu nommes, c'est que dans la filière, il y a aussi des récupérateurs exportateurs. Puis on pense qu'il y a vraiment des grosses quantités qui sont exportées euh, vers d'autres pays pour ben, réemploi ou pas, parce que ça dépend de la qualité. Mais ces joueurs-là aussi, il faudrait qu'ils aient une entente avec l'organisme Oui, de gestion reconnu, puis oui. qu'ils disent combien ils ont eu d'unités ou de tonnes et qu'est-ce qu'ils en ont fait, en fait. Et voilà, tout à OK, fait. merci. Donc, les principaux intervenants dans un programme REP, donc c'est les entreprises visées, bien entendu, les organismes de gestion, puis les programmes qui sont reconnus. Il y a les fournisseurs de services, comme on a mentionné. Puis pour ajouter à ce que tu as dit, bon, exemple de fournisseurs de services, transporteurs, ceux qui font la manutention, la valorisation, les recycleurs. Puis là, tantôt, Sylvie, tu as parlé du fait qu'ils doivent fonctionner dans le cadre du programme, en fait. Donc, il y a vraiment un article dans le RRVPE qui dit que nul ne peut récupérer ou valoriser un produit visé par le présent règlement ou en confier la récupération ou la valorisation autrement que dans le cadre d'un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l'article 5. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où il y a une REP, les acteurs doivent fonctionner dans le cadre d'un programme REP. Là, je veux juste faire attention que ça inclut pas la réparation, c'est-à-dire moi, j'ai mon vêtement, je veux le faire réparer. Là, j'ai pas besoin de passer par un réparateur qui ferait partie du programme. Je vais voir ma couturière préférée, puis elle me le répare, puis on n'a pas besoin de déclarer ça au programme. Mais c'est à partir du moment où il y a un consommateur qui a été porté son produit, disons, dans un point de dépôt officiel, là, par exemple, il faut que ça suive toute la filière officielle et les différents fournisseurs qui sont dans le cadre d'un programme officiel. Une question qu'on peut se poser, puis c'est juste une question parce on n'a pas la réponse, encore une fois, dans un scénario hypothétique où le RRVPE s'appliquerait au textile. Ça voudrait donc dire qu'une friperie, il faut absolument qu'elle ait une entente avec l'OGR. Mais l'OGR, il n'est pas obligé de signer nécessairement avec tous les acteurs qui existent actuellement, parce que l'OGR, lui, ce qu'il veut, c'est le taux de récupération. Puis, il va comme
s'organiser pour que son taux de récupération il soit le meilleur possible. Ça pourrait impliquer, je sais pas, de mettre de faire des ententes avec des municipalités peut-être pour mettre des boîtes de dons parce que là, tu récupères peut-être plus facilement. Donc, ça pourrait impliquer quelques changements à la façon dont le textile est récupéré actuellement. Mais c'est le cas pour les programmes qui sont existants. Ils ont tous des ententes avec les différents points de dépôt, donc les écocentres. S'ils ont, je sais pas moi, une quincaillerie qui reprend les produits, Rona, ben, ils ont une entente avec Rona. Euh, et autres, là. Donc, ça prend des ententes. Puis, c'est sûr qu'il y a des ententes qui sont plus simples que d'autres, là. Mais oui, puis ben, il faut leur laisser le temps de, de les faire, ces ententes-là. C'est pas fait avant, c'est fait pendant le déploiement. Ben, oui, certaines ententes peuvent, les plus simples ou les plus évidentes seraient sans doute faites avant, mais par la suite, ça se déploie graduellement. Donc, c'est pas au jour 1 où le système est bien en place, ça prend du temps. Donc, on a parlé du réseau de points de dépôt. Je vais faire quand même ça assez vite, là, mais généralement, là, c'est en fonction de la. Il faut couvrir tout le Québec. C'est en fonction de la superficie, entre autres, là, d'une MRC, puis de sa population. Là, il y a un nombre minimal de points de dépôt à avoir. Puis, donc, on a donné des exemples tantôt, là, éco-centre, ça peut être des quincailleries dans le cadre du programme sur les produits pharmaceutiques. Bien, les pharmacies sont intégrées. Donc, puis généralement, les points de dépôt ne sont pas rémunérés par les organismes de gestion. Bien sûr, ça prend le consommateur, entre autres quand il fait le geste d'acheter un produit qui est visé. Et puis aussi, il doit faire le bon geste et le retourner qui sont désignés donc au point de dépôt officiel. Puis c'est vrai aussi, là, on parle de consommateurs, souvent on pense citoyens, mais c'est vrai aussi pour tous les ICI. Donc, toutes les industries, commerces et institutions qui achètent un produit doivent le retourner dans la bonne filière. Puis, bon, bien, comme on a mentionné, le ministère, son rôle, entre autres, c'est au niveau du règlement. C'est Québec, c'est la reconnaissance, puis la reddition de comptes principalement, mais il y a le secteur municipal aussi qui est très important puisqu'il opère plusieurs points de dépôt. Donc, un organisme de gestion reconnu. Ben, comment comment se crée un organisme de gestion? Ben, en partant, il doit avoir l'appui des entreprises qui sont visées. Ça prend un nombre significatif, il doit être représentatif du marché. L'adhésion est volontaire, hein, puisque l'entreprise visée, elle a toujours le choix soit de mettre en place son propre programme ou de faire partie de l'organisme de gestion. Puis, souvent, ce sont des associations qui vont parler au nom des entreprises qui sont visées là, au début de la création d'un OGR. Là, puis là, ils vont avoir des rencontres ensemble. Puis, graduellement, il y a quelque chose qui va émerger de ça. Pour la plupart des organismes de gestion qui sont existants au Québec, il y avait déjà quelque chose qui existait dans d'autres provinces. Donc, l'ARP, la GRP pour les lampes au mercure, les contenants pressurisés. Donc, il y avait déjà quelque chose qui existait. Donc, le réflexe, puisque c'est les mêmes entreprises qui vendent partout au Québec, le réflexe, c'est d'aller chercher cet organisme-là. Mais un exemple, c'est GoRecyc. GoRecyc, c'était le premier. Donc, lui a été vraiment créé de toutes pièces par les membres, là, pas les membres, mais ben oui, c'est membres, mais les entreprises qui sont visées. Donc, l'OGA doit soumettre un descriptif de programme à Recyc Québec qui le commente. Puis, il doit avoir, bien entendu, une entente avec Recyc Québec. Donc, son rôle, c'est de mettre en œuvre le programme au nom de ses membres, de le soutenir financièrement, puis doit maintenir son statut d'OBNL. Ça, c'est une obligation. Puis, il doit avoir un bureau et un représentant au Québec qui parle français. Les écofrais, ce n'est pas une obligation de mettre en place des écofrais. Ils pourraient décider de le financer autrement, leur programme. Donc, il n'y a aucune mention d'écofrais dans le règlement n'oblige pas ça, en fait. Puis, il n'y a pas d'obligation de rémunérer les points de dépôt.
Les éco-frais, ils servent principalement à financer le programme, les coûts de transport qui sont très élevés, les coûts de recyclage et les frais en audit obligatoires qui sont aussi plutôt élevés. Donc, il faut auditer les unités mises en marché, les unités récupérées, les états financiers. Il y a des audits environnementaux à faire, puis il y a des règles. Donc, toutes les entreprises visées doivent être auditées au X année. Il y a un pourcentage de mise en marché obligatoire à auditer à chaque année. Il faut faire le tour de tout. Même les points de dépôt sont audités. Il faut faire le tour de tous les points de dépôt. Je crois que c'est au 5 ans, si je ne m'abuse. Et donc finalement, juste pour clarifier, Catherine, ça c'est Oui, l'OGR, l'organisme qui détermine tout ça, là. Comment il va s'organiser pour récolter de l'argent, dépenser de l'argent pour atteindre son taux de récupération. oui, c'est ça. C'est sûr que la majorité vont mettre en place des éco-frais, là, qu'ils décident de les afficher ou pas, parce que c'est pas non plus une obligation de les afficher. Mais c'est le classique, là, mais ils pourraient décider de ne pas en mettre des éco-frais, là. Donc, tantôt, j'ai montré la diapo un peu trop vite. Donc là, on est rendu à la conclusion. Puis là, je vais laisser Sylvie y aller pour la conclusion. Ouais, bah merci pour ce survol, hein. C'est vraiment pas facile de donner comme un aperçu à haut niveau sans trop entrer dans le détail, mais d'un autre côté, faut quand même apporter de la nuance. Donc là, on essaye encore une fois, de s'imaginer si le RRVPE était appliqué au textile. Je pense que le mécanisme de la responsabilité élargie des producteurs, ça permet d'aller capter les matières résiduelles. Je pense que c'est ça son principal intérêt. Puis, quand on parle d'une matière dangereuse, c'est vraiment intéressant pour pas que ça se retrouve dans l'environnement. Euh, En revanche, ça crée pas nécessairement des débouchés. Puis, c'est pour ça qu'il faut quand même garder en tête qu'une fois qu'on a la matière, qu'est-ce qu'on en fait? Puis le défi qu'on a, je pense, avec les matières textiles, c'est qu'il y en a énormément. Donc, il faut commencer à visualiser, est-ce que le consommateur moyen, il va commencer à acheter des produits qui ont un haut taux de recyclage, de matières textiles recyclées dedans, parce que c'est ça qui va créer le marché, ou les entreprises, est-ce qu'elles seraient intéressées par des produits comme ça? Euh, il faut voir qu'en termes de réemploi, une grosse partie du débouché, entre guillemets, c'est d'autres pays. Mais la réalité, je pense que c'est une partie de ce qui est exporté actuellement, c'est en fait pas réemployable. Donc beaucoup de pays se retrouvent avec d'énormes quantités de textiles qui finissent à l'élimination, qui posent toutes sortes d'enjeux. Euh, donc, il faut vraiment, je pense, réfléchir aux débouchés. Puis la REP, c'est pas nécessairement la solution miracle. Et puis aussi, faut s'imaginer encore une fois un monde où le consommateur moyen, bah, il achète une grosse partie de son textile en réemploi pour que ce soit vraiment une boucle circulaire. C'est ça que ça veut dire. Euh, En revanche, j'imagine qu'il est possible de se représenter des REP peut-être pour certaines catégories de textiles. Si on réfléchit à certains produits qui ont des fibres très chères, comme des uniformes de pompiers, par exemple, qui ont des fibres qui ont une grosse valeur, peut-être que ce serait intéressant de les récupérer pour que ça puisse aller dans une boucle. Donc la REP, c'est pas nécessairement pour l'ensemble du marché. En passant, la REP française, ça fait une quinzaine d'années qu'elle existe. Puis son taux de récupération, il est à 37% actuellement. Donc c'est vraiment beaucoup d'efforts. C'est sûr que c'est un marché où il y a beaucoup d'unités. Je pense qu'il y a à peu près 3 milliards d'unités qui sont mises en marché en France. Et ça, c'est juste les matières des citoyens. Donc, aujourd'hui, c'est juste le début d'une discussion, mais il y a certainement d'autres pistes complémentaires qu'on peut envisager, à part la REP ou en plus de la REP, comme la réduction de la consommation. Je pense que ça aiderait beaucoup. Puis ça a été nommé en début de présentation. Le réemploi, j'en parlais, c'est peut-être aussi le changement des habitudes de consommation, de faire une plus grande place au réemploi. Et puis des choses comme l'éco-conception qui est beaucoup étudiée notamment en Europe.
et l'éco-fiscalité, donc peut-être avoir un malus sur des produits qui sont jugés plus dommageables pour l'environnement et qui viendraient peut-être financer des produits qui sont jugés meilleurs pour l'environnement. Donc, il y a beaucoup de pistes dans cette réflexion. Merci beaucoup, Sylvie et Catherine. Il y avait pas mal de stock. Peut-être que les gens autour de la table étaient familiers avec certains propos par rapport à la REP, mais merci beaucoup, Sylvie, pour la vulgarisation au contexte textile. On a le temps pour quelques questions et on a une main qui s'est rapidement levée. Éric Saint-Arnaud, je t'invite à prendre la parole. Bonjour, Éric Saint-Arnaud de Renaissance. J'ai une question. Quand vous dites qu'il n'y a aucune obligation pour donner les éco-frais, en fait, je comprends parce que dans le fait, il y a certaines règles, c'est pas des éco-frais donnés aux citoyens, mais ça va être des montants d'argent demandés aux commerçants. Euh, Quelle est la REP qui présentement est financée par les entreprises producteurs et non pas par les citoyens? Là, je les connais pas toutes. Là, je l'ai pas mentionné au début. Moi, je fais le suivi de plus précisément tu sais, dans la mécanique des états financiers puis tout ça. Je m'occupe plus des appareils ménagers, OK. des électroménagers. Je crois que les piles, il n'y a pas d'éco-frais. Je pense que si vous achetez des piles, vous n'allez pas voir un éco-frais parce que c'est un système qui existait avant. Il y avait des entreprises privées qui n'avaient fait une REP avant même que le RRVPE arrive. Et je pense que et je crois que les huiles aussi n'en ont pas. OK. C'est juste parce que quand je remarque la façon que vous l'expliquez, que je comprends parce que je Oui, la connais par cœur, là, c'est juste oui. qu'on transfère peu la responsabilité chez le producteur. Je trouve dans le modèle de la REP actuelle, on fait fi de l'économie sociale complètement, du modèle actuel qui existe dans l'ensemble du Québec. Et en plus, souvent, on se gargarise dans les premières années avec une accumulation et des données probantes que l'OGD ou l'OGR a, mais on n'a pas pris en considération l'ensemble que l'écosystème avait comme quantité parce qu'il manquait de structure et d'organisation pour la collecte. Donc, les premières années, c'est des données qui sont prises des organisations et des entreprises qui collectaient déjà. Par exemple, la REP de HARP et d'autres REP. Donc, il y a un gros questionnement à avoir sur mettre un plaster sur quelque chose qui a une gangrène au lieu d'essayer de trouver une solution pour la gangrène. Donc, j'aime votre finalité pour essayer d'aller voir d'autres solutions qui, en même temps, pourraient aider parce que la REP peut être une solution d'accumuler de l'argent, mais je n'ai pas vu présentement dans le monde des REP qui sont fonctionnels avec des données probantes qui sont supplémentaires aux actions qui étaient déjà prises par l'ensemble du milieu. Et souvent, dans le recyclage et le réemploi, à travers la planète depuis à peu près 1960-70, le modèle a été créé par les communautaires et l'économie sociale, et souvent le privé finit par embarquer quand il voit de l'argent à faire, surtout si l'État vient mettre une réglementation et une loi. Fait que je vois un enjeu majeur parce que la REP de HARP a détruit 100% de l'écosystème du réemploi parce qu'on ne respecte pas le 3RVE. Et je ne peux le dire, je peux le dire par moi-même parce que j'étais présent à la création de cette REP et j'étais présent à la première signature. Et nous, on les emmenait en cours parce qu'ils refusaient le réemploi. Et c'est encore le cas dans plusieurs REP. On ne le dit pas hautement, mais on le fait vivre à l'ensemble de l'écosystème. Ce que je fais juste dire qu'il y a un enjeu majeur, surtout que le textile est présentement un aide à l'État pour répondre à des besoins. Fait que je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas trouver une solution du recyclage et d'augmenter le réemploi, mais je mets l'enjeu majeur sur l'aide que l'ensemble de l'écosystème aide au Québec des dizaines de milliers de personnes par mois, et ça pourrait disparaître du jour au lendemain, que l'État n'est pas capable d'offrir cette aide-là. Mais merci, je vous dirais que c'était peut-être lourd, mais vous avez fait une sauceuse de belle job. Merci. Vraiment, parce que c'est pas facile, c'est aride un peu, tu sais. J'en suis très consciente. Si je peux me permettre juste de rebondir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je trouve ça intéressant, votre intervention, puis notamment euh,
C'est en termes de textile, sa particularité, c'est que si on pense aux produits actuellement sous REP comme les piles, les lampes et tout, ça va être difficile pour moi comme citoyen de surconsommer des piles et des lampes et des réfrigérateurs. Euh, donc, en fait, le système, il va venir gérer comme un volume, entre guillemets, naturel de produits, alors que dans le cas du textile, comme on sait, c'est un type de produit qui vient beaucoup jouer dans les émotions des gens et l'enjeu de la surconsommation, il est vraiment là. Puis l'autre particularité du textile, c'est qu'il a un grand potentiel de réemploi, comme certaines études ont pu le montrer. Alors qu'une pile, une fois qu'elle est finie, bah, il va falloir la recycler. Donc, merci pour cette intervention. Merci Eric, merci Sylvie. Je me donnerai la parole à Marc Fraser. Oui, merci. Donc, du pôle d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent, ben oui, je pense qu'effectivement, le réemploi doit toujours être la piste à suivre. Puis là, on est dans une stratégie de réemploi beaucoup et on a des volumes qui sont excédentaires, mais j'ai peur qu'une REP là, mette ça dans l'angle mort pour créer des systèmes euh, de transformation de la matière plutôt que du réemploi. Donc, j'ai le même souci qu'Éric à cet égard-là. Dans le déploiement des REP, ce que j'ai pu constater au niveau des plastiques agricoles, c'est que les revenus arrivent, puis le système veut se déployer, mais les revenus ne sont pas accumulés. Fait que quand il y a un organisme un OGR là, qui se déploie, il devrait avoir des moyens de se mettre en œuvre sans attendre la captation graduelle des revenus parce que les obligations sont déjà là, puis ça vient déstructurer tout le milieu parce qu'ils n'ont pas une scène en fait. Mais ils ont des obligations, ils mettent de la pression sur tout le monde, faut trouver des méthodes. Alors, est-ce que dans le cas d'une REP, parce que le gouvernement peut penser à avancer des sommes puis à se rembourser à travers les revenus futurs, parce que on n'aide pas ces gens-là là, à se déployer de façon intelligente, je dirais. Et tout ce qui est mis de côté, c'est le R&D et la sensibilisation à ce moment-là. Parce que vous avez parlé d'où vont principalement les sommes récupérées, mais ces deux aspects-là n'étaient pas dans les volets les plus qui se démarque le plus, c'est le transport, mais la job de R&D, puis justement, et la job de sensibilisation, ben, elle vient au second, au huitième plan, là. C'est triste, on n'est pas capable de travailler justement sur des solutions, on travaille sur de la captation. Et enfin, j'aimerais juste savoir comment on fait pour capter les redevances des entreprises hors Québec s'il y a trois C'est pas producteurs évident. mondiaux, je veux bien, mais comment on fait ça? Vous pouvez Ben, me donner un exemple c'est concret? la responsabilité de l'OGR de le faire. Puis, oui. Puis, ils vont les contacter. Euh, puis là, ben, s'ils ne se conforment pas, ces entreprises-là sont. Nous, en fait, on vient aider Recyc Québec, mais on s'entend, notre pouvoir n'est pas très grand. Donc, moi, régulièrement, les OGR que je suis me transmettent des listes d'entreprises. Je vais tenter de les appeler, leur envoyer un courriel. On s'entend. S'ils sont au Québec, ils vont dire, OK, Recyc Québec s'en mêle. Ça veut dire que c'est vrai, je me conforme. Mais pour les entreprises qui sont à l'extérieur du Québec, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Donc là, ça prend une pénalité quelconque qui est appliquée, là. Alors, je C'est comprends que certain que on vient les créer urgences environnementales vont passer en premier. ouais. Euh, Alors, nous, on se crée une pression à l'interne et on n'est pas capable d'appliquer cette même pression-là sur les intrants de l'extérieur. c'est plus difficile, c'est ça. Puis l'autre chose, tu sais, on a mentionné justement pour les unités mises en marché, mais je n'ai pas parlé du fonds de réserve. Donc, il y a aussi un fonds de réserve que ces organismes de gestion-là doivent créer pour être capables de fonctionner pendant un certain temps. Admettons qu'il arriverait quelque chose à cet OBNL-là, il faut que le programme puisse continuer pendant un certain temps. Donc, ils doivent mettre de côté des fonds pour assurer, disons, pendant, je crois que c'est 6 mois, un an, là, suffisamment d'argent pour faire fonctionner le programme. Merci.
Je donnerai la parole à Marianne Coquelicot, merci. Puis ensuite, on va devoir continuer. Si vous avez d'autres questions, là, Michel, je viens de voir que tu as levé la main, mais je vous inviterai à les mettre dans le chat et je pourrai les envoyer à Catherine pour avoir des réponses après le webinaire. Merci, Jeanne-Claude. Merci, Catherine, pour la présentation. Marianne Mercier, consultante en économie circulaire pour l'industrie textile. J'aimerais ça, peut-être prendre un petit pas de recul puis revenir sur une des premières phrases que tu as mentionnées, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il n'y a pas d'indication que les produits textiles s'ajouteraient à une liste de produits potentiellement visés par une REP. Cela étant dit, euh, est-ce que c'est possible de décrire pour nous quel est le mécanisme décisionnel qui ferait en sorte qu'on mettrait cette chose en place? Quelles sont les étapes? Qui sont les intervenants? Qui prend la décision d'instaurer une REP? En fait, c'est ça, j'ai mis une diapo supplémentaire dans le que j'ai pas parlé parce que c'est quand même un long processus. Mais si vous allez sur le site du ministère, parce que c'est sûr que ça revient plus au ministère, cette étape-là. De Euh, l'environnement? oui, c'est ça, MEL-CCFP là, qui va mettre à jour officiellement la liste des produits prioritaires. Donc, c'est sûr qu'il y a une période d'analyse avant qui se fait en collaboration, le ministère c'est Québec, mais à la toute fin, c'est le ministère là, qui publie cette liste-là. Puis là, elle date de 2015. Donc, si mon souvenir est bon, là, donc c'est sûr qu'elle doit être mise à jour, mais on n'a pas de date, là. Dans ce cas-là, quels sont les critères du ministère pour ajouter un produit sur la liste? Les critères précis, là, je vais juste aller à ma slide. J'ai vraiment, je suis pas allée vraiment dans le détail parce que j'ai jamais participé à ça. Mais en gros, c'est dangerosité, rareté et épuisement des ressources. Prise en charge, pour avoir une prise en charge appropriée et potentielle d'optimisation de la valorisation. Ça prend des manipulations particulières pour le produit, un peu comme j'ai mentionné pendant ma présentation. Recours aux débouchés qui sont déjà disponibles. Présence du produit sur la liste des produits prioritaires du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Donc, j'ai aussi mis dans la diapo des raisons pour rejeter un produit de la liste. Diminution des quantités mises en marché, mais bon, ça, c'est pas le cas du textile. La longue durée de vie du produit, puis l'accès aux données. Ça peut être des raisons pour lesquelles on pourrait rejeter des produits et ne pas les nommer comme produits prioritaires, là, produits visés. Merci beaucoup pour cette réponse. Un énorme merci, Catherine et Sylvie, de vous être prêtées au jeu, de nous avoir éclairé sur les pluralités de scénarios possibles là, qu'on pourrait envisager là, dans le cadre d'une future REP. Là. Je le redis, là, on parle vraiment d'un scénario hypothétique, mais qui nous intéresse. Là. Puis franchement, il y avait des très bonnes questions, des très bons commentaires hein, quand on parle de bâtir notre savoir collectif, de comprendre, de bâtir une vision commune, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Là, on a besoin de se poser ces bonnes questions-là. Fait que merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui nous aider à y voir un peu plus clair. Il y en a qui le vivent, hein, probablement autour de la table, il y a des gens qui font déjà affaire avec des OGR, avec des REP. C'est le cas de nos deux prochaines intervenantes. Donc, on a invité Noémie Simard, éco-conseillère chez Groupe Coder, situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et aussi Alexandra Gagné, directrice des opérations du Recyclo-Centre de Sorel, à venir nous partager leur expérience. Donc, Noémie, Alexandra, on est certainement curieux de vous entendre sur les défis et les opportunités que vous avez rencontrés en travaillant avec les REP. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Euh, on est super content de partager notre expérience puis euh, de faire partie de la discussion. Là, c'est tout le temps important de lever la main. Est-ce que je te laisse te lancer, Noémie, et nous dire un petit peu plus
Euh, Oui, quelles ben opportunités, quels défis? oui, parfait. Ben en fait, c'est ça, je savais pas si tu voulais mentionner la question là, que tu nous avais posée, la première question étant là, de mentionner justement les opportunités, les défis qu'on rencontre. Euh, En premier lieu, là, je voudrais mentionner qu'avec le Recyclo-Centre, là, on fait partie là, de ces entreprises d'économie sociale qui participent à diverses REP. En fait, à travers les REP, on a su saisir des opportunités qui s'offraient à nous. Faut dire que en fait, les REP comprennent souvent des tâches qui sont considérées sans valeur ajoutée. À l'inverse, là, les entreprises d'économie sociale ont de la main-d'œuvre pour qui c'est des tâches valorisantes. Dans le même ordre d'idée, là, le recyclage, le traitement puis le conditionnement, en fait, de la matière, c'est souvent un frein au recyclage. Dans le cadre du textile, on pourrait parler justement là, des points durs qui seraient un frein là, au recyclage, entre autres. Euh, Comme on l'a dit, là, on collabore donc avec des OGR, des OGD dans le cadre de nos opérations. C'est sûr qu'il y a différents modèles là, de REP. Mais ce qui est important en fait de mentionner, c'est que évidemment là, les OGR, les OGD représentent les producteurs représentent leurs membres. Ils en ont pour premier intérêt là, les intérêts de leurs membres. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ces intérêts-là euh, tiennent pas toujours compte de l'aspect communautaire. Euh, ça fait partie là, des défis à lesquels il faut faire face quand on travaille avec ces organismes-là. On travaille là, entre autres, avec le Recyclo-Centre, puis un regroupement qu'on a créé qui est le Rivera, avec, en fait, pour l'arrêt des appareils frigorifiques, avec Go Recycle. Euh, on a, dans le cadre de cette REP-là, développé nos outils en collaboration avec les autres membres du Rivera, entre autres des outils de traçabilité. Mais ce groupe-là nous a permis aussi d'avoir un soutien quand est venu le temps de répondre aux différentes exigences en termes, là, par exemple, d'attestation ou de certification, les certifications ISO là, qui ont été un gros processus. Puis grâce aux membres du Rivera, on a pu s'entraider là, dans la tête de ces cibles-là. On a aussi développé, comme je disais, un outil de traçabilité là, qui permet à l'OGR d'avoir en temps réel une reddition de compte parce que bon, la traçabilité et la reddition de compte, c'est quelque chose qui est toujours important dans le cadre d'une REP. Puis c'est quelque chose qui peut représenter des défis aussi parce que pour le bon fonctionnement des opérations, nous, on a des cibles, des KPI qu'on veut suivre. Puis l'organisme a ses cibles, ses KPI qui veulent suivre, qui sont pas toujours les mêmes, là. Donc euh, ici aussi, là, il faut savoir s'arrimer, puis trouver un outil qui répond aux besoins de tout le monde. Merci, Noémie. On entend le mot entraide est revenu plusieurs fois pour faire face aux défis. Alexandra, Oui, merci. Merci, Jenny-Claude. Bonjour, bonjour tout le monde. Au Recyclo-Centre, entreprise d'économie sociale à Sorel-Tracy, on opère une ressourcerie, une friperie et nous sommes gestionnaires aussi de l'éco-centre régional. Donc, dans nos activités, on travaille avec plusieurs programmes de REP. Notamment au centre de don. On est point de dépôt pour différents produits visés par les REP, les produits électroniques, les fluos compacts, les piles et les batteries. C'est un choix qu'on a fait d'ajouter les points de dépôt à notre centre de don. Euh, c'est une façon, en fin de compte, d'attirer les donateurs au Recyclo-Centre. Donc, on croit que c'est une offre de service qui est complète puis qui rend le déplacement au centre de don plus intéressant.
En fin de compte, le donateur vient porter les vêtements, les articles pour la maison qui ne se servent plus et en même temps profite du déplacement pour déposer les produits qui sont visés par les différents programmes de REP. Donc, pour nous, ça, c'est un des avantages là, de travailler avec les REP. Ou sinon, ben, on a, comme disait Noémie, avec GoRecyc, ben, on est une des entreprises là, qui a un contrat de service avec eux pour la décontamination et le démantèlement des appareils réfrigérants. Donc, on en traite plus de 12 000 par année. Pour nous, ben, c'est un contrat qui est intéressant parce qu'il permet l'embauche de 25 personnes, la majorité avec des limitations intellectuelles ou physiques, mais qui nous permet de créer un milieu de travail qui est stimulant. Donc, c'est des tâches qui sont adaptées à nos travailleurs, en fin de compte. Un peu comme tu le disais aussi, Noémie. Donc, tout ça, c'est intéressant pour nous. Ça vient aussi, disons, avec des limites ou des inconvénients, travailler avec les programmes de REP. Par exemple, l'OGR de la REP sur les produits réfrigérants ne prend pas en charge les matières résiduelles suite au conditionnement. Donc, nous, en tant que conditionneurs, on doit valoriser les produits qui restent suite à ces opérations-là. Il y a des produits pour lesquels c'est assez intéressant, comme par exemple, il y a différents métaux qui ont une belle valeur sur le marché. Puis nous, en fin de compte, on a le pouvoir de décider à qui on va vendre ces produits-là. Donc, c'est intéressant au niveau financier. Par contre, il y a des produits qui sont très difficiles à recycler, notamment les caoutchoucs, les plastiques durs. Et puis, ben, nous, en tant que conditionneurs, on est, disons, pris avec cette matière-là. Ça a un impact sur notre bilan GMR. Parfois, on doit stocker certains types de matières en attendant de trouver un débouché ou un repreneur. On paye également pour se départir de des gaz réfrigérants. Donc, ça vient jouer sur notre part de bénéfice là, dans nos opérations de conditionnement pour ces appareils-là. Donc, ça, c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Ou sinon, je dirais que, on en a parlé un petit peu en début de rencontre, mais les programmes de REP valorisent pas nécessairement le réemploi. On le voit un petit peu là, présentement dans le cadre de l'arrêt pour les appareils réfrigérants. Dans notre ressourcerie, eh ben, on est maintenant un membre du programme Go Réemploi. On a adhéré au programme. Mais ce programme-là ne nous apporte pas nécessairement davantage d'appareils là, à vendre dans notre commerce. Donc, c'est à nous, de façon indépendante, là, à travailler pour aller chercher les appareils à vendre, chose qu'on faisait depuis toujours. Là. Le Recyclocentre, on existe depuis 50 ans. On a toujours vendu des frigos en bon état à nos clients et c'est quelque chose qui est en très grande demande, d'ailleurs. Merci, Alexandra. J'aurais envie de vous ouvrir la porte sur le textile, justement. Les deux, vous avez des friperies. Ça fait partie des articles que vous recevez. Comment ça se passe un peu la gestion de vos friperies? Puis surtout, avez-vous testé des projets qui permettent de détourner la matière de l'enfouissement? Bon, faut dire là, en premier lieu, là, si je situe un petit peu nos friperies là, dans la région, on a peu de concurrents plutôt. On a donc un gros gisement dans nos friperies. On reçoit aussi nécessairement beaucoup de dons. On en a parlé là, des dons de mauvaise qualité, qu'on pourrait dire. En fait, notre enjeu, c'est beaucoup de gérer les déchets de tous et chacun. Euh, le citoyen là, qui vient la nuit pour apporter des choses qu'on reprend pas au final, qui auraient dû être triées, gérées d'une façon différente. En tant que tel, là, dans nos friperies, outre c'est ça, ces dons de mauvaise qualité-là, on peut parler là aussi de vêtements qui peuvent pas être vendus, troués, tachés, brisés. Euh,
Donc, nos enjeux, c'est pas nécessairement la collecte, la revente. Le problème, c'est qu'il y a trop de textiles sur le marché. Il y a déjà, je pense, un système là, pour le réemploi. Mais il y a beaucoup de textiles sur le marché, beaucoup de textiles de mauvaise qualité aussi, puis beaucoup de textiles qui, dans le cadre d'une deuxième vie, là, trouvent pas preneur. Je donne un exemple. On parle beaucoup, oui, des textiles en friperie. Nous, on a testé là, euh, sur quelques années là, le démantèlement de ce qu'on peut appeler les gros mous. On démantelait des matelas puis des sommiers dans notre usine ici de valorisation. L'enjeu qu'on avait, c'était pas de recycler les ressorts ou de trouver une deuxième vie pour le bois. En fait, chaque composante trouvait une deuxième vie, excepté le textile. Puis c'était pas des textiles très contaminés, c'était des textiles qu'on pouvait facilement séparer par type de textile. Mais on a arrêté là en fait le démantèlement l'an passé parce que justement on trouvait aucune sortie pour ces textiles-là. Euh, donc, j'aurais tendance à dire qu'au niveau du réemploi, même si maintenant la réglementation permet là, de réemployer ce genre de textile-là dans du rembourrage, par exemple, l'enjeu là, qu'on voit, nous, pour le textile, c'est vraiment plutôt au niveau des textiles de gros mous, des textiles autres là, que le tissu. Puis sinon, vraiment la quantité puis la qualité de ce qui est mis sur le marché au niveau des vêtements, là. Merci Noémie pour ta réponse et pour votre courage d'attaquer les gros mots. Alexandra, du côté du Recyclo-Centre. Oui, ben c'est sûr on met des choses en place pour favoriser le réemploi. On l'a nommé à plusieurs reprises. Noémie, je fais du pouce sur ce que tu dis. Euh, c'est sûr que le réemploi, c'est la stratégie à adopter en premier. Puis je pense que les entreprises d'économie sociale au Québec, on est bien installés, on est partout sur le territoire, puis le réemploi, on est en mesure de le faire, on le fait bien. Euh, on- de mon côté, à Sorel-Tracy, je pense que c'est similaire à une réalité qui est présente un peu partout, c'est-à-dire qu'on reçoit plus que ce qu'on est capable de vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Ben, nous, on a fait le choix d'ouvrir un second magasin, donc depuis la semaine dernière, en fait. On a doublé notre superficie dédiée à la vente des vêtements spécifiquement. Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire chacun de notre côté dans les régions du Québec pour favoriser le réemploi, vendre davantage des produits qui sont en bon état. L'enjeu en tant que tel se trouve plutôt justement au niveau des surplus, de ce qui se vend pas. Donc, c'est là où il va falloir aller travailler. Et de quelle façon ça va être structuré, je le sais pas, mais le réemploi en tant que tel se passe plutôt bien, disons. Donc pour moi, c'est comme deux terrains de jeu ou deux gisements qui doivent être gérés de façon distincte, disons. Donc, oui, on avait fait un test de conditionnement au recyclocentre. Tu l'as dit tantôt, Jeanne-Claude. On avait testé un peu les méthodes de conditionnement de ce textile-là pour la transformation mécanique. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend des appareils spécialisés. Ça rend le coût de traitement très élevé. Donc, ça reste que c'est un enjeu quand même important, le conditionnement de cette matière-là pour la transformation mécanique, là, la valorisation mécanique. Sinon, je dirais que tantôt on parlait d'éco-frais, on parlait de façon de venir soutenir différentes opérations. Dans les friperies, je, je pense que on trie énormément de matières, on le fait bien, on finit par trier des matières qui sont pas revendables. Peut-être que des éco-frais peuvent venir supporter ce genre d'opération-là là, dans les entreprises d'économie sociale. C'est ce que je voulais ajouter en terminant.
Ben, merci, Alexandra, Noémie, là, de nous avoir partagé avec beaucoup de transparence là, vos réalités. Je pense que vous mettez aussi l'emphase sur les compétences de vos organisations, mais au-delà de ça aussi, comment l'économie sociale est capable de prendre différents morceaux du casse-tête quand on parle de développer une filière, ben, des filières, puis aussi des filières qui intègrent la logistique inversée, là, qui est quand même un sujet plutôt complexe et nouveau. Euh, je passerai maintenant à notre dernier intervenant, là, le temps file et on a Éric Saint-Arnaud, qui est le directeur général de Renaissance que vous avez pu entendre tantôt, qui s'intéresse à la question des REP depuis déjà plusieurs années. Et Éric, j'ai envie de te diriger la très large question sur comment est-ce qu'on doit se structurer pour garder le cap sur l'économie sociale et le réemploi dans une REP textile. Très belle question. Mes amis Noémie et Alexandra, félicitations. Merci. Merci à vous tous. J'ai beaucoup aimé les interventions. Je pense que je dois connaître le tiers de l'audience, là. Donc, bonjour à tout le monde et à tous. Moi, je vais commencer par vous dire, vous allez vous savoir ce que je m'en vais. On vit une situation présentement économique au Québec avec Trump qui nous pousse à réfléchir en dehors de la boîte. Et on a le choix de faire du copier-coller ou de sortir de la boîte pour créer un modèle viable à long terme. Ben, je lancerai la même chose avec la REP. Souvent, les gens pensent que je suis contre la REP. Je suis pas contre la REP. C'est la même chose qu'avec Trump, puisqu'on vit au Québec et au Canada. C'est pas le but qui est important, c'est le comment l'atteindre, le but. Fait que la REP, souvent, est vue comme une solution de ramasser de l'argent pour trouver la solution du recyclage, mais on fait fi de l'ensemble du processus dans lequel l'économie circulaire devrait faire partie. Donc, moi, je suis plus dans le comment, puis ça va être un peu ça que j'aimerais vous partager. La première fois que je me suis intéressé à la REP, c'est quand la France a installé sa REP, donc ça fait à peu près 15 ans. Donc, j'avais visité la personne en France qui avait créé la REP. Par la suite, j'ai suivi à peu près toutes les REP qui ont été mises en place au monde, dont jusqu'à la dernière qui est en train d'être mise en place en Californie, qui ressemble davantage au Québec. Donc, je ne crois pas que la REP est non fonctionnelle. Je crois que le système dans lequel il est créé et le comment il est créé, c'est une tentacule de mettre la responsabilité sur le producteur qui est le bien fondé et bon. Mais en fait, on s'enlève complètement le pouvoir de faire en sorte que l'ensemble du système fonctionne et le respect du 3RVE est là. Donc, l'exemple, il y en a plein. ARP est en est un. Et d'autres organisations et d'autres REP. Donc, je pense que si on veut une REP textile ou s'il y a une REP textile, moi, je pense qu'il va falloir réfléchir à plusieurs choses. Donc, la, la règle de l'environnement, c'est la priorité. Sauf que l'ensemble de l'économie sociale a été bâti sur créer un système social qui n'était pas offert aux citoyens, puis l'utilisation de l'usager. Textile, on parle du textile aujourd'hui, mais tout l'usager a été créé autour de la création de systèmes de services. C'est juste que là, tout d'un coup, on est passé de cute à maudit que c'est nice que vous faites. Puis là, ah ben, c'est peut-être essentiel. Puis là, tout d'un coup, le privé a vu, ah ben, il y a peut-être du cash. Puis là, ben, on est en train de se faire un peu enlever le tapis en dessous des pieds. Et je pense qu'on a un devoir comme organisation pour voir comment on pourrait voir, disons, la chose différemment. Moi, je pense qu'on doit créer un modèle de responsabilité pour se départir des biens, mais pas de la récupération, mais surtout une meilleure faction de fonctionner, de confectionner la circularité au complet. Présentement, la REP, même si on parle de 3 RVE, je suis désolé, Recyc Québec, mais vous le savez tous ce que je pensais. C'est juste que les REP présentement font fi du réemploi, même s'ils se gargarisent. ARP a fait de la publicité pendant 5 ans sur le mot sert plus à rien. Et pourtant, il y a plein d'items qui servent à quelque chose. Et c'est la même chose dans le textile, dans le jouet, dans le pot maçon, dans l'assiette, dans les meubles. Donc, il faut maximiser le réemploi. Mais quel deuxième R? Et le premier R, c'est la réduction. Donc, il faut travailler. On n'arrivera jamais à la circularité si on ne travaille pas la réduction de la consommation. Et il faut pousser l'État à légiférer pour ce qui rentre au pays.
Vous avez vu, il y a une lettre ouverte de CQCD qui est sortie. J'ai rencontré à peu près tous les ministres du cabinet depuis la dernière année pour Shein et Temu. J'ai rencontré aussi, mais au Québec, il n'y avait aucune volonté jusqu'à temps que la lettre soit sortie. Donc, il faut vraiment travailler fort sur essayer de pousser pour faire la même chose avec le MOLUS qui a été mis en France. Moi, je serais pour qu'il y ait un élément qui soit mis en place sur les items qui rentrent au pays. Il faut faire attention là, parce qu'on comprend qu'économiquement, ben, il existe des magasins qui sont pas chers dans le neuf. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin populationnel. Comment on fait cette transition-là? Je pense qu'on a un devoir d'organisation sociale et en travaillant avec les municipalités, parce que toutes les organisations du Québec sont sociales travaillent avec les municipalités. Je pense que les REP peuvent être une idée, mais on doit nous-mêmes être un acteur dans la REP. Par exemple, on devrait participer à la réglementation et la modulation de la nouvelle réglementation de la REC. S'il y a une REP qui est vers le producteur, les organismes devraient avoir des sièges sur le conseil d'administration. Mais j'irai encore plus loin, la REP devrait être contrôlée par une association de nos BNL, mais ça soit les organisations qui soient majoritaires au Québec en participant avec les producteurs ou les vendeurs, peu importe comment on les appelle, mais qui soient partie prenante des prises décisionnelles. Et aussi, il faudrait faire en sorte que les données probantes soient publiques et soient obligatoires pour l'ensemble et non pas dire vous pouvez faire partie, mais il faudrait que l'ensemble puisse faire partie du modèle dans la collecte, par exemple, et de trouver des solutions, puis que l'argent puisse être utilisé, oui, pour une pérennité organisationnelle de cet OGD ou OGR, mais en même temps, il faudrait que l'argent puisse faire de la recherche et développement. Donc, pour moi, mâcher de la gomme marche en même temps. Il faut se consolider l'économie sociale ensemble pour aller chercher le maximum de biens tout en essayant de trouver une solution. Mais je crois qu'on peut être un acteur majeur. L'économie sociale, ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit se professionnaliser sur le tri pour augmenter le réemploi. Mariana Mazak, son reportage est extraordinaire. Il atteignait 6 qui disait, mais il faut augmenter ça. Il faut aller vraiment sur du 15 puis du 20 localement, trouver des solutions. Il ne faut pas laisser il y a plein d'entreprises privées qui ont des solutions. Pourquoi on ne peut pas copier le modèle pour augmenter le réemploi? Aller chercher plus de volume puis se professionnaliser dans le domaine. Travailler ensemble, l'ensemble de l'économie sociale du Québec pour dévier la plus grande quantité de volume. Plus on va augmenter le volume, plus la solution de recyclage va arriver. Sinon, c'est un vœu pieux de penser que le recyclage. Plastique, pourquoi ça a pris du temps? Il faut du volume. Il faut être capable de travailler ensemble davantage. Il faut être solidaire ensemble pour travailler plus fort et mieux. Il faut que l'économie sociale devienne innovante et fasse partie de la circularité et de la solution. Il ne faut pas attendre d'être la solution, mais il faut faire partie. Quand Louis parlait de il faut que l'économie sociale prenne sa place, I'm all in. Il faut vraiment prendre sa place. Il faut devenir un modèle professionnaliste pareil au privé, on ne peut pas prendre la privée peut faire partie avec nous, mais il ne doit pas prendre la place. On doit prendre, faut être en avant comme on l'a toujours été dans ce modèle-là. Puis il faut inclure une obligation que le BNL fasse partie et non pas on veut favoriser, veut rien dire ça. On voudrait inclure, veut rien dire ça. Il faut que ça soit une obligation que les communautés sociales puis l'OBNL en fassent partie. Euh, je terminerai que pour ceux et celles là, qui ne connaissent pas Renaissance, on est un OBNL. Ça va faire 20 ans que je suis rentré dans un mois, mon Dieu, que le temps passe vite. Mais notre idée était de travailler avec des organisations, puis on s'est vite rendu compte, voilà une dizaine d'années, que sans le volume, on n'arrivera pas à une solution de recyclage. Fait qu'on a investi énormément de capitaux, puis on est en train de faire un méga projet où ce qu'on construit un deuxième centre d'impact. Là, on va avoir autour d'un quart de million de pieds carrés. Notre objectif, c'est de monter à 50 000 tonnes, travailler avec des partenaires du Québec, augmenter le volume, puis travailler avec. On a plein de partenaires qui vont travailler pour le recyclage. J'ai aucune prétention qu'on va trouver une solution. Ça, on a pour encore au moins 5 à 7 ans pour trouver des solutions pour le recyclage. Mais si on travaille ensemble avec le volume, on pourrait arriver à quelque chose, puis on va protéger l'ensemble de l'économie sociale du Québec. Mais il ne faut pas croire qu'une solution va tout régler. Demain matin, on monte les impôts de 5 le système de santé ne sera pas réglé, puis l'éducation non plus. Mais si on s'y met tous ensemble, ces systèmes-là peuvent s'améliorer, puis j'y crois. C'est la même chose, je crois, dans le recyclage et dans le réemploi. Puis on a une partie de responsabilité, l'économie sociale, et je crois que si on ne le fait pas,
la REP pourrait faire disparaître une grosse partie de l'économie sociale et du réemploi, comme la France, présentement, a un gros problème depuis 10 ans d'augmentation du réemploi. Et cette possibilité-là, ben, on l'a dans les mains. Puis on a plein de personnes qui ont une grosse volonté puis qui font un excellent travail au Québec. Il faut mousser ça, puis le travailler, puis travailler en équipe. Et les municipalités, le gouvernement, on est tous des partenaires là-dedans. Puis il faut trouver ensemble une solution, puis pas travailler en silo, mais travailler ensemble. Fait que s'il y a une REP, il faut s'y mettre ensemble. Je regardais Marianne Coquelicot tantôt parler. C'est quoi le processus? Ben, il faut faire partie du processus complètement à chacune des étapes. Puis il faut qu'il y ait des tables de concertation et des acteurs qui soient partie prenante pour la prise de décision du cadre réglementaire avant que l'OGR soit créé. J'étais à moins d'une minute, Jenny-Claude, j'ai respecté mon 10 minutes parce que je peux parler longtemps sur des sujets qui me passionnent autant que le réemploi et l'économie sociale. C'est justement pour ça, Eric, qu'on t'a invité. On avait envie que tu nous partages ta vision, là, puis tu l'as en effet très bien partagé. Tu as tellement respecté ton temps qu'on a la chance, s'il y a quelqu'un qui veut faire une intervention, là, on a le temps pour une intervention ou Hey, j'ai le deux. goût de dire quelque chose. Dave Gosselin vient juste d'écrire dans le chat le nouveau réseau d'économie circulaire, l'économie sociale qui vient d'être créé. Tu sais, c'est hot. C'est vraiment ça. C'est un acteur on veut, on en a parlé ensemble plusieurs, mais tu sais, si on peut créer un modèle là-dedans pour parler du textile, ça va être un des acteurs, ceux qui veulent devenir membres, allez-y, parce que ça peut aider tellement l'économie sociale, puis développer le réemploi, parce qu'il faut aller vite. Il faut travailler ensemble. On ne peut pas juste attendre que quelqu'un trouve une solution. On est déjà dedans ensemble, puis on peut y arriver ensemble. J'y crois vraiment. Fait que merci, Dave, de l'avoir mis. Tu as bien raison. On a Gabrielle du chantier en économie sociale qui va nous conclure ça aussi en parlant de ce beau réseau que vous venez de mentionner. Michel, je suis contente que tu puisses reprendre ta main levée. Donc, vas-y avec ton intervention. C'est pas très long, mais effectivement, comme Eric a mentionné, c'est important. On est assis sur le gisement, puis trop souvent, le privé s'est accaparé le volet économique. On a tout ce qu'il faut en main actuellement. Les joueurs sont là, la volonté est là. Il faut aussi penser que les dons qu'on reçoit soit en friperie ou en ressourcerie, les gens qui les donnent, ils ont une notion régionale très, très importante. Donc, c'est important oui, d'avoir une vocation provinciale, mais de ne pas oublier les régions parce que ce sont des points de collecte vraiment importants, des points de vente. Peut-être pas au niveau du triage, parce que ça demande une certaine expertise, puis ça, on pourra en parler plus tard, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire. Puis aussi, je n'ai parlé avec Victoriaville, Marie-Pierre. Faut pas oublier que les gens qui travaillent dans les friperies, ressourceries, s'y retrouvent. On est des lieux fantastiques là, d'aider des gens à se repositionner au niveau de l'emploi. Donc, il y a un modèle qu'il faut travailler, qu'il faut éviter les erreurs qui ont peut-être été faites dans d'autres reps. Il y a pas une rep qui est parfaite, mais d'en prendre bonne note. On a des gens comme Kodak qui sont impliqués dans d'autres reps qui ont bien été, d'autres qui ont moins bien été. Donc, il faut prendre note de ça parce que le tissu n'est pas le même. La rentabilité des produits qu'on des vêtements n'est pas le même. Il y a des coûts qui sont excessivement importants pour pouvoir régionaliser, pour avoir un modèle qui se tient. Parce qu'à la fin de la journée, ça serait le fun qu'on ait un modèle qui ne soit pas dépendant du gouvernement. Puis aussi reconnaître que les activités de détournement qui sont faites par les joueurs, ben, ça a une valeur au niveau de l'environnement avec les villes et les sites d'enfouissement. Il faut que ça soit reconnu pour que ça nous aide dans nos modèles économiques parce qu'on fait le travail. Lorsque certaines grosses friperies ou ressourceries détournent du centre d'enfouissement parce qu'ils font du réemploi, il faut qu'on ait une valeur monétaire. On le fait le travail. Pourquoi on n'est pas rémunéré? Alors, il y a des réflexions qui seraient importantes. Puis, comme Eric a mentionné, il faut être impliqué dans la REP. Il faut l'être comme acteur. Puis, pas juste à la fin de la roue, à la fin du processus, dès le début, parce qu'on est un joueur important, parce qu'on est assis sur le gisement. C'est là que ça provient, puis il faut monopoliser puis maximiser cet impact-là. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci pour vos prises de parole là, qui sont vraiment pleines de vos expériences, de vos connaissances. Là. Puis c'est ça qu'on avait envie, là, vraiment que vous puissiez partager ensemble parce que vous le voyez, là, on a des gens impliqués, on a des gens motivés, on a des gens qui font plein de projets à partout au Québec. Là. Fait que félicitations pour l'implication de chacun. Là. Puis ce n'est vraiment qu'un début, à vrai dire. Il faut que ça soit simplement le début. Et
Ben, je poursuivrai s'il n'y a pas d'autres interventions. Je sais que le chat, les gens sont actifs dans le chat, c'est parfait. Échangez-vous projets, idées, articles et contacts aussi, hein. On est là pour ça. Moi, j'avais envie pour nous amener là, tranquillement vers la conclusion. Là, vous avez vraiment été bon. Là. On a fait ça une grosse heure et demie sans pause. Là, donc, je vous remercie de votre attention du début à la fin. Ce matin, j'aurais aimé que Refashion fasse partie de la discussion. En vrai dire, on a nommé la France à plusieurs reprises. Donc, la REP en France. Et j'ai eu la chance de faire un court entretien avec Adèle Rein, qui est la responsable du fonds réemploi et réutilisation de justement l'éco-organisme. Là. Eux l'appellent éco-organisme. Nous, depuis tantôt, on utilise le terme OGR, là, organisme de gestion reconnu. Mais c'est ceux qui gèrent la filière, la REP, excusez-moi, la REP textile en France. Eux, la REP, on se questionnait tantôt, nous, qu'est-ce qu'elle pourrait contenir comme type de produit. Et eux, elle inclut les textiles d'habillement, mais aussi les chaussures et le linge de maison. Je nous invite toujours à avoir cette posture-là. Là. On regarde beaucoup qu'est-ce que font les autres REP. C'est vraiment parfait. On en a discuté. C'est important de savoir quoi reproduire et quoi ne pas reproduire comme bon coup et comme moins bon coup. Mais c'est la même chose. Pour moi, c'est un incontournable qu'on se tourne vers qu'est-ce qui a été fait ailleurs. Là, Éric le disait, là, il a suivi les REP le début de ces initiatives-là un peu partout à travers le monde. Ça nous donne une bonne idée de quoi reproduire et quoi ne pas reproduire. Puis je tiens à vous dire que la France était franchement très, très, très ouverte à nous faire part de qu'est-ce qui a bien fonctionné pour eux et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour eux. Puis c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous ramener là, de façon vraiment très rapide et concise. Donc, depuis 2009, la REP textile est active en France et les citoyens sont invités, justement, les citoyens français sont invités à déposer les textiles d'habillement, les chaussures et le linge de maison dans les points de collecte. Le but de la REP, on l'a nommé avec Recyc Québec, là, c'est vraiment de détourner un maximum d'unités de l'enfouissement. Puis ça, c'est vraiment le métrique qui est clé pour augmenter la performance de la REP, là, qui est là où est-ce que l'OGR met énormément de ressources et d'énergie. Ça fait en sorte que les ménages, justement, sont invités à ne plus jeter aux poubelles. Ça, ben, pour les acteurs d'économie sociale, ben, ça veut dire en effet une plus grande quantité de dons, mais aussi une qualité des fois moins bonne, parce que là, il y a vraiment, vous l'avez nommé, là, vous recevez déjà des déchets, mais là, c'est vraiment la consigne que donne l'OGR, là, le fait que les vêtements ne soient pas jetés, donc arrivent vers les points de collecte dans tous les États, bons comme mauvais. Et ensuite, dans le fond, ça va être revendu, ça va être trié et revendu sur place. Et ce qui ne sera pas vendu ou en état d'être vendu va être envoyé aux opérateurs de tri qui sont en relation avec l'éco-organisme. Là, il y en a 61 qui sont reconnus sur le territoire français. C'est des opérateurs de tri-là qui vont valoriser localement ou à l'international la matière. Il y a quelque chose d'intéressant qu'Adèle nomme, qui est là où le bas blesse avec l'économie sociale, ben c'est le faible taux d'adhésion puis le faible taux de participation de leur part. Puis à ce niveau-là, elle m'a beaucoup exprimé le fait que l'économie sociale est très motivée par sa mission sociale, qui, on s'entend, sa raison d'être, mais qui se sent beaucoup moins interpellée par la mission environnementale, qui, elle, ben, on s'entend, est derrière la raison d'être de la REP. Et ben, pour sensiblement les mêmes raisons organisationnelles que ce qu'on vit au Québec, mais ça représente des défis immenses pour l'économie sociale que de se doter de méthodes, d'outils de travail. On parle ici de systèmes de mesure pour les intrants, les extrants, de systèmes de traçabilité, on l'a nommé, hein, comme quoi que c'est essentiel dans le cas d'une REP. Et elle a vraiment salué nos initiatives. Là, je lui ai parlé du programme de soutien en économie sociale et tous les projets justement qu'on avait faits pour collecter de la donnée, des informations, développer des outils standardisés. Puis elle juge vraiment qu'on se place déjà dans une bonne posture pour faire face aux nécessités qui pourraient venir avec le fait d'être un acteur d'une REP. Là. Donc, c'est une belle tape dans le dos et ça montre qu'il faut vraiment continuer à travailler ensemble dans ce sens-là.
Elle a précisé justement que ce que tente de faire le Fonds réemploi et réutilisation, ben, c'est de mettre un budget dédié aux acteurs de l'économie sociale pour les faire monter en compétences. Donc, différents types de formations, des développements d'outils, un répertoire aussi. Mais il y a une chose qu'elle souhaite vraiment que l'économie sociale au Québec considère dans notre réflexion actuelle, c'est celle de l'évolution du marché du seconde main. On a beaucoup de joueurs privés depuis la dernière décennie qui se sont accaparés une partie du réemploi dans le vêtement et c'est quelque chose qui va continuer d'augmenter, qui va être de plus en plus populaire chez les entreprises privées. Donc, elle nous demande vraiment de réfléchir à comment est-ce que l'économie sociale peut se positionner, comment est-ce qu'on peut faire le poids si on veut garder le monopole sur le réemploi de vêtements. Et pour elle, ben, ça passe aussi énormément là, par l'amélioration de l'expérience client dans les friperies. Puis elle nommait des super bons coups que je vous partage, là, comme le fait de recruter justement des gens du secteur mode. Entre autres, ça peut être en termes de stage pour travailler avec vous en friperie sur l'expérience client. Donc, avoir une vision de qu'est-ce qui s'en vient, planifier pour la suite ce que c'est comment va évoluer le réemploi solidaire, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est rempli d'opportunités, mais aussi de beaux défis à adresser. Et ben sur une note intéressante là, on a beaucoup parlé de la nécessité de réduire là et on devrait en parler encore plus que ce qu'on a nommé, mais elle me nommait là que vraiment le meilleur coup des dernières années de Refashion, c'est l'instauration du bonus réparation à travers la loi AGEC. Donc depuis 2023, c'est assez récent, les citoyens se font rembourser en totalité ou en partie les frais de réparation d'un vêtement ou d'un accessoire vestimentaire. Donc, ça, c'est un geste de prévention très concret. Ben, c'est vers ce type d'initiative-là qu'on peut aussi, on doit se diriger. Donc, on parle de REP, mais il y a d'autres mécanismes réglementaires qui peuvent venir nous aider à cadrer les enjeux actuels. Je vous permets de prêcher pour ma paroisse. Là, il y a un projet là, sur lequel je travaille la plus grande majorité de mon temps, qui est la création de boutiques éphémères qu'on a nommées Magazine Ta Solution, qu'on va installer dans différentes régions du Québec au cours des 2 prochaines années, dans le but d'offrir au grand public, mais aussi aux élèves du secondaire, des solutions concrètes qui leur permettent de eux-mêmes avoir les capacités de prolonger la durée de vie de leurs vêtements, mais aussi pour repenser nos habitudes d'achat puis ultimement réduire le gaspillage vestimentaire. Je vous le nomme parce que c'est un projet dont on est vraiment très, très fiers en Concertation Montréal puis qui va se déployer sous peu. J'ai plein de gens intéressants devant moi aujourd'hui. Là, donc, si jamais vous seriez intéressé à recevoir un événement comme ça dans votre ville, faites-moi signe. Mais on pense que ça fait aussi partie de la solution là, de vous venir en soutien de différentes façons. Donc, ça, c'est la partie qu'on fait de notre côté. Le temps file et je vous disais que Gabrielle Garot, agente à la concertation au chantier en économie sociale qui aimerait prendre la parole. Là. Donc, je vous rappelle, là, nous, ce webinaire-là a été rendu possible grâce à leur aide. Ils ont été d'un énorme soutien. À vrai dire, ils ont été les visionnaires pour que le programme en soutien en économie sociale permette plein de projets qui bénéficient à la communauté entière. Donc, je prends le temps encore de les remercier. Puis, Gabrielle, je te laisse vraiment le mot de la fin pour nous présenter qu'est-ce qui s'en vient du côté du chantier puis comment les gens peuvent s'y impliquer aussi pour la suite. Ben oui, merci Jeanne-Claude, je fais ça vite comme promis. De toute façon, Éric et Dave ont déjà volé le punch sur le réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire, donc c'est correct. Oui, je suis agente de concertation, puis j'ai eu la chance là, de coordonner le lien entre tous les porteurs de projets et le ministère de l'Économie. Donc, c'est quand même l'aide financière du gouvernement, mais moi, je suis très contente de pouvoir avoir vu tous les projets puis travailler un peu au sein de tous ces projets-là. J'ai adoré. Mais dans ce cadre-ci, là, je voulais juste vous parler un petit peu du réseau qui a été lancé jeudi dernier. Il y a quand même beaucoup de gens dans la salle Zoom qui étaient là jeudi dernier. Donc, on était très contents de lancer ça. Ça fait près d'1 an qu'on travaille avec une trentaine d'entreprises d'économie sociale qui œuvrent en économie circulaire intersectorielle. C'est vraiment l'objectif
La vision de ce réseau-là, c'est vraiment d'unir les forces pour circulariser l'économie avec au centre de ça, bien sûr, les bénéfices aux communautés puis à l'environnement. Le besoin s'installait en parallèle avec des réseaux comme la RQ, Louis, qui est dans les membres fondateurs dans notre comité pilotage de 10 entreprises. Puis au sein de ce comité pilotage-là, quand même presque la moitié des entreprises qui sont en textile. Donc, on voyait vraiment euh, le besoin d'en parler peut-être rapidement aujourd'hui. Puis, dans le fond, ce réseau-là se positionne vraiment ben, vraiment dans une optique de positionnement politique. Donc, c'est vraiment les REP, c'est un des enjeux centraux aux discussions qu'on a eues dans la création du réseau, puis dans les premiers pas qu'on pourrait faire avec ça. Puis, c'est dans ce cadre-là qu'on l'a lancé là, dans la journée de jeudi, qui était dans le cadre des travaux pour le sommet de l'économie sociale, que je me dois quand même de mentionner, qui va avoir lieu le 14 et 15 mai prochain. Sinon, je passe là-dessus vu qu'il nous reste 1 minute 30 à peine, mais je voulais juste clore. Jeanne-Claude m'avait demandé de clore sur vraiment l'idée qu'on est vraiment dans une situation différente que dans d'autres REP là, avec l'écosystème textile. Puis beaucoup d'entre vous, beaucoup d'intervenants aussi l'ont nommé aujourd'hui, mais c'est vraiment une chance unique qu'on a selon moi, selon les acteurs qui l'ont mentionné aujourd'hui, qu'il y ait une REP ou non, puis qu'il y ait une REP par catégorie ou complète sur le textile. L'écosystème est vraiment bien positionné. Les entreprises d'économie sociale et leurs alliés font ça depuis toujours. Puis, contrairement à d'autres REP où est-ce qu'on a dû travailler en arrière, détricoter, puis aller placer le réemploi plus loin dans le programme de REP, là, on a la chance d'avoir un écosystème qui est déjà là. Puis comme Mme Turcotte l'a mentionné dans sa présentation, si l'écosystème est là puis qu'il y a déjà quelque chose qui s'organise, c'est juste logique d'aller vers ces acteurs-là pour mettre quelque chose en place. Donc, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai entendu. Donc, c'est un peu juste pour faire le cri de ralliement final là, que je voulais prendre la parole, puis de vraiment prendre la place structurante qu'on a déjà, puis de s'organiser pour avoir une offre qui est vraiment pas refusable au niveau d'une REP ou d'un autre programme de gestion des textiles en fin de vie. Puis voilà, c'est comme ça que je termine. Je partagerai peut-être quelques liens là, dans le chat si jamais on veut plus d'informations sur les petits points que j'ai soulevés. Puis ben merci, là, j'ai vraiment beaucoup aimé les échanges. Je pense que c'est un grand succès, puis je suis sûre que Jeanne-Claude est d'accord. Merci, Gabrielle. Mais moi, je tiens à remercier du fond du cœur tous les intervenants qui ont parlé de ce sujet-là. Vous le saviez, là, on abordait un scénario hypothétique. C'est vraiment pas toujours évident d'avoir une ligne hein, dans ce temps-là. Fait que merci de vous être prêtés au jeu. Les échanges ont été vraiment très, très riches. Vous êtes restés nombreux jusqu'à la toute fin, là. Donc, je vous remercie grandement pour ça. Et ben, je vous laisse aller vaquer à vos occupations après cette heure 45 de webinaire qu'on a fini dans les temps. Et si jamais il y en a qui veulent rester là, Sarah, je vois que tu as une question, mais je voulais libérer les gens avant de prendre ta question. Donc, En fait, c'est pas une question, c'est un 20 secondes très rapide. Là, j'en vas-y. profite pour vous lancer l'invitation à tout le monde le 27 novembre prochain à Sainte-Thérèse dans les Laurentides. On va faire un forum interrégional sur le réemploi des matières. Donc, avec les ressourceries, les acteurs du milieu, les intervenants de l'écosystème, les élus et tout ça. Vous allez bien sûr le recevoir une invitation par la bande dans le réseau, mais je vous invite déjà à garder là, cette date-là, le 27 novembre 2025 à Sainte-Thérèse. Super. Merci pour le save the date, Sarah. Bonne fin de journée à tous et toutes. Au plaisir de se revoir. Bonne journée. Merci, bye. Merci.